Mes chers collègues, mesdames, messieurs, bonjour. Nous allons donc aujourd'hui ouvrir une première table ronde qui est une première audition au public de notre commission d'enquête qui jusque-là a travaillé à huis clos. Il se trouve que cette table ronde était programmée déjà depuis plusieurs semaines sur le thème de l'Internet et du terrorisme djihadiste, et que le talent ou la chance font concorder cette table ronde avec le déclenchement de la campagne gouvernementale sur les réseaux du contre-discours et de la lutte antiterroriste, ce qui est une concomitance tout à fait heureuse. Donc la prise de conscience de l'usage d'Internet est évidemment très ancienne. La loi du 13 novembre 2014 comporte différentes dispositions que nous avons votées ou non concernant le blocage des sites, puisque ça pose un problème, puisqu'il s'avère qu'une grande partie à la fois des conversions, à la fois de l'endoctrinement et à la fois de la propagande passe par ces réseaux Internet, et que Internet est un vecteur incontournable de la promotion du djihadisme, ce qui met les réseaux au cœur du dispositif de notre commission d'enquête. Donc ces délits d'incitation au terrorisme relèvent maintenant du code pénal. Le décret d'application de la dernière disposition n'est pas encore paru. Il est donc évidemment trop tôt pour en faire le bilan. Les éléments de cette dernière semaine laissent penser que, s'agissant des réseaux sociaux en particulier, le problème ne sera pas résolu sans nouvelles mesures prises à la fois par les pouvoirs publics et aussi par les fournisseurs d'accès et aussi par les majors, qui doivent aussi jouer leur rôle de médiation, puisque c'est eux qui portent en fait ces messages, et que le tout répressif est contesté et évidemment contestable sur un système Internet qui nous dépasse en technologie et aussi en contrôle. Et évidemment, c'est évidemment le problème, quoi qu'on puisse en dire. Pour discuter de ces sujets cet après-midi, nous avons Madame Catherine Chambon. Merci d'être avec nous, qui est sous-directrice de la lutte contre la cybercriminalité à la police judiciaire. Nous avons Benoît Tabaka, secrétaire général de l'Association des services de l'Internet communautaire, et très présent sur les réseaux, chaque fois qu'il s'agit de commenter ce qui s'y passe et surtout les décisions que nous prenons et surtout celles que nous ne prenons pas. Yann Bonnet, qui est rapporteur général, et Charlie Berthet, rapporteur du Conseil national du numérique. Merci d'être parmi nous. Je vous rappelle que cette réunion est ouverte à la presse, fait l'objet d'un enregistrement audiovisuel en vue de sa diffusion sur la chaîne Internet du Sénat, ainsi qu'un différé sur la chaîne Public Sénat. Je vous donnerai donc la parole à tour de rôle, et ensuite nous vous poserons un certain nombre de questions. Madame, Messieurs, compte tenu de la spécificité de notre commission, je suis aussi tenue de vous faire prêter serment. Donc, je vais vous demander de bien vouloir dire la vérité, rien que la vérité, de lever la main droite et de dire « je le jure », vous rappelant que toute fausse déclaration vous expose à des sanctions pénales prévues par les articles 434-13 à 434-15 du Code pénal. Je vous remercie de bien vouloir lever la main droite, Madame, et de dire « je le jure ». Merci, messieurs. Je vais le faire. Merci. Merci. J'ai à mes côtés Jean-Pierre Sueur, qui est notre rapporteur, qui est l'ancien président de la commission des lois, ancien ministre, bien connu de cette maison, et André Reichardt, qui est coprésident de cette commission d'enquête depuis quelques semaines, chargé plus particulièrement des problèmes liés à l'Europe et aux conventions Schengen, puisqu'il est aussi vice-président de la Commission des affaires européennes. Et après les événements de Charlie Hebdo, le Sénat a souhaité renforcer cette commission et renforcer le dispositif européen, en tous les cas de connaissance des dispositifs européens. C'est la raison pour laquelle nous partageons cette mission. Je cède la parole à Madame Chambon pour une quinzaine de minutes pour nous présenter un état des lieux, Madame,
des possibilités de lutte contre l'apologie du terrorisme sur Internet et, et le mythe de Sisyphe que cela peut peut-être représenter. Parce qu'évidemment, là aussi, on est dans la guerre de l'obus et du blindage. Au fur et à mesure qu'on prépare une riposte, les techniques deviennent de plus en plus sophistiquées. Vous avez la parole, madame, pour une quinzaine de minutes. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs. Je dois m'appuyer sur le constat que vous avez fait avec beaucoup de, comment dirais-je, pertinence, qui est la notion de conversion, d'endoctrinement et de propagande. Nous sommes dans 3 thématiques qui sont constatées comme un mouvement de fond depuis quelques années sur Internet, dans des proportions qui restent malgré tout modestes pendant quelques années. Ainsi, nous avions en 2014... je ne pourrais pas vous le dire. C'est fait ? Parfait, merci monsieur. Mais je vous en prie. La problématique que l'on a rencontrée depuis quelques années, c'est effectivement une montée progressive et lente du prosélytisme sur Internet par l'intermédiaire de sites dédiés avec des messages de plus en plus virulents. Cet état des lieux, en 2014, était stabilisé à peu près à 1,2% des signalements qui étaient arrivés sur la plateforme Pharos. L'année dernière, nous en avons traité 137 000 et 1,2% était relativement modeste, mais consistait quand même en une augmentation, un maintien de cette augmentation, contrairement à d'autres problématiques qui sont plutôt en baisse et dans des proportions identiques. Cette année a été un tournant pour ce phénomène-là, puisqu'on a vu l'explosion pendant les 3 premières semaines de janvier de l'implication des réseaux sociaux. C'est une nouveauté par rapport à ce que l'on connaissait préalablement. Les réseaux sociaux sont effectivement devenus le vecteur de communication le plus usité pendant la période des événements. En revanche, il y a toujours derrière cette problématique l'ajustement que peut avoir une population qui veut inciter à réagir à un événement et à se faire connaître à ce moment-là. Et cette visibilité qui était très forte pendant 3 semaines a disparu presque immédiatement et est revenue à des proportions pas identiques, toujours un peu à la hausse, mais est revenue quand même à des proportions beaucoup plus normales. Pour vous donner un ordre d'idée, nous sommes toujours d'ailleurs sur un nombre de sites web assez modéré, puisque nous avons à peu près une cinquantaine par an de sites web qui peuvent inciter au terrorisme. Et nous avons eu pour les réseaux sociaux plus de 6 000 signalements au jour sur des messages et des posts entre Twitter et Facebook. Ceci ne concerne que le web, ne concerne pas le deep web. Donc nous sommes bien sur une problématique qui a émergé brutalement et qui a redisparu sans complètement s'éteindre. Alors quelle est la visibilité pour les services de l'État dans ce domaine-là ? Alors je vais parler de celui qui relève de ma compétence, bien sûr, c'est celui qui est utilisé par les internautes. En fait, ce sont 30 millions d'internautes qui font la veille citoyenne. Et ces internautes, au cours de leur navigation, vont se heurter à des contenus qu'ils considèrent comme illicites. Je parlais de 137 000 signalements l'année dernière. Il y en a 56% qui relevaient de l'escroquerie, donc qui est vraiment un phénomène de délinquance de masse, et qui effectivement se propage assez facilement par Internet. Quelles sont les visibilités autres ? Eh bien, ce sont les signalements que peuvent produire les enquêteurs dans leurs recherches ou les services spécialisés dans la veille, et qui peuvent effectivement, à l'occasion d'une veille ciblée qui porte sur le terrorisme ou sur une activité périphérique, remonter des informations qui ne sont pas celles qu'il y a dans le signalement. J'ai fait une simple projection sur ce que sera le signalement en 2015. Pour nous, on est sur une base qui se stabiliserait vers 240 000, 250 000 signalements, dont une partie non négligeable des 3 premières semaines porte ou a trait à l'incitation à la haine raciale ou à l'apologie du terrorisme. Alors le dispositif, évidemment, a toute sa pertinence maintenant de mise en œuvre du blocage et du déréférencement. Nous avons fortement évolué dans ce dispositif pour le mettre en œuvre dans les meilleurs délais dès que les décrets seront publiés. Alors quelle est la portée du dispositif pour nous ? C'est de faire droit
au texte sur la partie pédopornographie, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais qui est une partie importante, on a plusieurs centaines de sites, et puis la partie terroriste. Le rôle de l'OCLCTIC et de ma sous-direction dans ce domaine-là est d'être l'autorité administrative, donc qui va mettre en œuvre le dispositif. Elle va le mettre en œuvre à partir essentiellement des signalements qui sont formulés par les internautes, c'est-à-dire par la veille citoyenne qui est effectuée sur Internet. Donc ce n'est pas quelque chose qui relève que de l'activité de l'État, c'est quelque chose qui vient de la population, des internautes, des citoyens. Quels sont les moyens que nous avons mis en œuvre? Eh bien, c'est un recrutement spécifique pour se concentrer sur cette problématique de blocage, qui techniquement est complexe, puisqu'elle est assujettie à des principes de subsidiarité dont il faut tenir avec rigueur un État, et puis donner et offrir à l'autorité de contrôle qui est la CNIL les disponibilités pour accentuer ou vérifier ce que nous avons pu nous demander en termes de blocage. Les moyens techniques s'appuient bien évidemment sur un schéma complexe qui, lui, je le montre à la Commission, je pourrais vous le laisser en partant, répond à des obligations qui sont liées à la subsidiarité. Donc on n'a pas fait le schéma le plus simple, je reconnais qu'il est peut-être un peu trop détaillé, mais qui montre néanmoins qu'on l'on prend en compte toutes les problématiques qui sont posées, en l'occurrence le regard que doit porter l'opérateur sur la nature du signalement, sa qualification juridique, la vérification du contenu, l'envoi de l'information aux fournisseurs d'accès qui sera concerné, enfin des fournisseurs d'accès qui seront concernés, parallèlement la saisine de l'éditeur et de l'hébergeur, qui ont un délai de 24 heures pour faire cesser l'infraction. Dans l'hypothèse d'un silence qui est vraisemblable, puisque beaucoup d'entre ces sites sont situés à l'étranger, donc le canal de coopération internationale est systématiquement sollicité dans ce cas-là, eh bien, ce sont les fournisseurs d'accès qui reçoivent une liste et qui mettent en œuvre la préconisation de la loi du 13 novembre 2014 et qui procèdent au blocage. Ce blocage aboutit pour l'internaute à ce qu'il ne puisse plus avoir accès à partir d'une adresse IP française au contenu. Il sera redirigé vers une page d'accueil qui aura une vocation pédagogique, de rappel à la loi, selon les configurations. Sur la pédopornographie, ce seront aussi des incitations médicales, de prise en compte médicale de la problématique, tandis que pour sur la problématique du terrorisme et de l'incitation raciale, sera véritablement d'indiquer qu'on est dans quelque chose de totalement illégal et qu'il est interdit de pratiquer ce genre de consultation. Ces pages sont en cours d'élaboration, on est en cours de finalisation, et ces informations, que ce soit la liste qui sera des fournisseurs d'accès et les contenus qui ont été relevés, captés et enregistrés, seront mis à disposition de l'autorité de contrôle qui est la CNIL. Donc les modalités techniques ne sont pas encore totalement déterminées puisqu'il y a des évolutions d'application à prévoir, mais des solutions palliatives sont mises en place pour permettre précisément à la CNIL d'assurer ce contrôle. Pour ce qui est de la pertinence a souvent été retenue pour les services de police. Elle a été plus contestée par un certain nombre d'autorités ou de médias ou de spécialistes de l'Internet. La vocation de ce texte est totalement prophylactique à mon sens. C'est-à-dire que l'on doit empêcher la population de manière générale d'accéder à ce genre de contenu qui est complètement pernicieux. Il l'est pour la pédopornographie, il l'est aussi pour le terrorisme. Les 80%, la part de 80% qui permet à des jeunes internautes d'accéder à des contenus qui petit à petit, par phénomène de propagande, d'endoctrinement, les amènent à commettre l'irréparable, je pense qu'on a peut-être quelque chose à faire dans ce domaine-là. On doit impérativement positionner ce dispositif comme étant prophylactique et empêcher finalement un nombre ignoré de personnes d'y accéder. Bien sûr, on peut contourner la difficulté. C'est quelque chose qui est possible. On en a fait quelques schémas. Le plus simple déjà, c'est de ne pas avoir une adresse IP française.
pas très compliqué. Mais consistant à, si on bloque au niveau des fournisseurs d'accès, on a malgré tout une capacité de toucher 80% de la population qui n'est pas spécialement férue de technologie. Et on est dans cette action prophylactique. On dissuade, on oriente, on impacte et on envoie un signal fort qui est celui de l'État contre précisément un dérapage qui peut être mal maîtrisé par l'environnement familial ou l'environnement social. Alors évidemment, j'ai quelques schémas, si vous le souhaitez, qui montrent comment on peut contourner, mais ils ne sont pas spécialement, ces moyens de contournement, à la portée de tout un chacun. Donc je pense que c'est sur ce point-là que le dispositif a toute sa pertinence. Il l'a également parce que, et que ce soit pour le terrorisme ou pour la pédopornographie, parce que derrière, il y a des victimes. Alors je vais prendre pour exemple la diffusion de la vidéo d'assassinat sauvage de M. Gourdel, qui a été retirée très rapidement. L'intérêt, c'est que ce retrait s'est fait à la demande de la sous-direction quelques minutes après la publication sur Internet. Il était juste de la bonne volonté de YouTube de le retirer ou pas. Et ils l'ont fait, étant donné la sauvagerie de l'action elle-même. Il est évident que laisser circuler ce genre de site ou de contenu est extrêmement problématique pour les citoyens, pour les internautes. Et le nombre de signalements qui, derrière, ont continué d'informer les autorités de la publication de cette vidéo, reprise petit à petit, de plus en plus loin, de plus en plus difficilement accessible, de cet assassinat, prouve bien que la vigilance des internautes s'est portée tout au long des publications, jusqu'à ce que, à un moment donné, elle ne soit plus accessible que par logging et mot de passe, ou soit dissimulée dans le deep web. L'avantage, et je tiens à insister un petit peu là-dessus, l'avantage de Pharos au regard de la veille que l'on peut faire de manière en source ouverte, c'est que lorsqu'il y a un signalement, le signalement se fait avec les droits de l'internaute. Et s'il est adossé à des mots de passe et des identifiants, on peut accéder à partir de ces informations-là au contenu et continuer de poursuivre la fermeture sur l'ensemble des plateformes qui peuvent diffuser des contenus, qu'ils soient connus comme Dailymotion ou YouTube, ou comme des sites beaucoup plus underground, mais qui finissent par, malgré tout, par l'hébergeur en tout cas, accepter de retirer les contenus. Quel serait l'impact de ce dispositif au regard de la situation que nous avons vécue pendant les 3 semaines avec la flambée des réseaux sociaux et des messages sur les réseaux sociaux ? Je pense qu'il serait perturbant pour ceux qui souhaitent faire du prosélytisme par le biais des réseaux sociaux, parce que les messages qui sont sur Facebook ou sur Twitter peuvent renvoyer en grande partie sur des sites. Et si ces sites-là sont fermés et ne sont plus disponibles que sur le deep web, bien évidemment, les démarches pour y accéder sont beaucoup plus complexifiées pour l'internaute. Donc moins accessibles, donc moins de propagande, moins de prosélytisme, et la prophylaxie fonctionne. Donc je tenais à dire en conclusion qu'on va partir sur un nombre. Nous allons partir sur un nombre assez faible de sites à fermer. Nous préparons la liste actuellement que nous soumettrons pour la partie terroriste à l'UCLAT, à l'unité de coordination de la lutte antiterroriste, pour se garantir de la pertinence de nos choix et de ne pas percuter ou télescoper des enquêtes qui seraient en cours dans les services chargés de la lutte antiterroriste. Nous sommes donc sur une dizaine, qui est une dizaine de sites qui seront produits dès l'apparition du décret, et nous testerons l'efficacité du dispositif pour l'ajuster et le finaliser dans les jours qui suivront. Voilà, Madame la Présidente. Très bien, Madame. Je vous remercie beaucoup de cette intervention dans les temps. 250 000 signalements, c'est énorme. La citoyenneté encore dans le signalement, c'est aussi important. L'encadrement légal et vos liens avec la CNIL devraient rassurer les internautes. Je vais demander à Monsieur Tabaka de bien vouloir nous indiquer dans le même temps
D'abord, comment il perçoit l'action de la puissance publique et la nouvelle réglementation, et puis de nous présenter en 2 mots l'ASIC pour ceux de nos collègues qui ne connaîtraient pas cette association. Vous avez la parole pour 15 minutes. Merci. Merci beaucoup, Madame la Présidente, de votre invitation. Effectivement, très rapidement, donc, je m'appelle Benoît Tabaka, je suis secrétaire général de l'Association des services Internet communautaires, ASIC. C'est une association qui a été créée en 2007 maintenant, et qui regroupe ce qu'on appelle usuellement les hébergeurs. Maintenant, le terme le plus couramment utilisé, c'est plateforme. C'est-à-dire tous ces acteurs qui ont pour activité de stocker à la demande d'internautes du contenu. Alors ça peut être des vidéos, ça peut être des messages sur des réseaux sociaux, ça peut être des petites annonces parce qu'ils veulent vendre telle ou telle chose, ça peut être leur blog, etc. etc. Donc c'est une structure qui regroupe une vingtaine de membres, à la fois des entreprises internationales, hein, on a cité quelques-unes, que ce soit Microsoft, Facebook, etc., mais également des acteurs français qui ont aussi une vocation internationale, une présence internationale, type Dailymotion, Prime Minister. Justement, à ce titre, je tiens juste à excuser Giuseppe De Martino, le président de l'ASIC, qui est aussi directeur Europe de Dailymotion, mais qui là est aux États-Unis, malgré son titre de directeur Europe, mais il se tient à votre disposition, bien évidemment, si vous voulez aborder d'autres choses avec lui. Sur les questions spécifiquement, en fait, hein, du sujet lié à la propagande djihadiste et l'utilisation par ces mouvements des sites internet et autres. Plusieurs choses, puisque pour moi, il y a peut-être 2 éléments en fait, en termes de discussion qu'on a pu avoir. Les 2 éléments, c'est le fait que certains de ces réseaux vont utiliser des plateformes pour diffuser leur contenu. Madame Chambon l'a évoqué. Et deuxième élément, qui est l'autre dispositif que vous avez évoqué, Madame la Présidente, qui est la loi antiterrorisme et le blocage des contenus, qui pour moi sont 2 approches complètement complémentaires mais différentes en termes d'approche. Sur le premier, en fait, sur le signalement, puisque c'est celui qui concerne à juste titre les hébergeurs, ces fameuses plateformes d'hébergement, juste vous rappeler un petit peu dans quel cadre nous on se situe. On se situe en fait dans une vieille loi qui a maintenant 10 ans. Hein. À l'âge de l'Internet, ça peut faire beaucoup, mais c'est la loi pour la confiance dans l'économie numérique. Cette loi transposait elle-même une directive sur le commerce électronique. Et cette loi a instauré un régime de responsabilité au profit des hébergeurs, c'est-à-dire de ces acteurs qui ont pour mission de stocker du contenu à demande de tiers. Le principe qui est fixé par cette loi est relativement clair, c'est de dire, dès lors qu'un hébergeur se voit signaler un contenu manifestement illicite, il est tenu d'en procéder à la suppression à bref délai. Voilà ce que dit la loi. Beaucoup de personnes, effectivement d'interlocuteurs, quelquefois, estiment que cette loi a créé un régime d'irresponsabilité. Alors que non, c'est bien un régime de responsabilité ménagée. Récemment, vous aviez un membre de l'ASIC qui s'appelle Nicolas Poirier, qui est directeur juridique d'un groupe justement français, avait réussi à dresser un peu un panorama de l'ensemble des condamnations relatives aux hébergeurs. Et par exemple, en France, on a eu aujourd'hui plus d'une centaine de décisions de justice qui ont condamné des hébergeurs pour ne pas avoir procédé à bref délai à la suppression de contenus diffusés sur Internet. Donc c'est vraiment un régime de responsabilité. La particularité qui s'est posée au moment de la loi pour la confiance dans l'économie numérique, et c'est là où on va venir justement sur nos sujets, c'est de savoir est-ce que c'est à l'hébergeur finalement d'apprécier l'illicéité, le caractère illégal ou non, d'un contenu publié sur sa plateforme. C'est-à-dire que dès lors qu'il reçoit un signalement, est-ce qu'il doit systématiquement faire droit à la demande? Est-ce qu'il doit apprécier le caractère illégal ou pas? Et en fonction de l'appréciation du caractère légal, est-ce qu'il doit procéder à sa suppression ou pas? À l'époque des débats autour de la LCEN, c'est son acronyme, son petit nom dans le domaine de l'Internet, énormément de voix s'étaient soulevées, l'ASIC n'existait pas encore, pour expliquer qu'il ne relevait pas en fait des acteurs de ces plateformes-là le rôle de juger ce qui est légal ou pas légal. Et ce qui avait été arbitré à l'époque par le Conseil constitutionnel, c'était dans sa décision qui était relative à la loi pour la confiance dans l'économie numérique, c'était de dire, dès lors qu'on signale un contenu manifestement illicite, le manifestement c'était l'ajout du Conseil constitutionnel, ça n'apparaît pas dans la loi, ça apparaît dans la décision et dans l'analyse qu'avait fait le Conseil constitutionnel dans une réserve d'interprétation. Dès lors que le contenu est manifestement illégal, l'hébergeur
effectivement, est tenu de le supprimer parce qu'il engage alors sa responsabilité. À l'inverse, si le contenu n'est pas manifestement illégal, mais illégal, sur lequel, en fait, il est très difficile à une personne non experte du secteur, et à l'époque, le Conseil constitutionnel citait par exemple les cas de contrefaçon de droit d'auteur, voilà, puisqu'il peut y avoir des discussions entre différents titulaires de droit, etc., etc. Mais disons que si le contenu n'est pas manifestement illégal, effectivement, on ne pourrait pas venir rechercher la responsabilité de cet intermédiaire-là. Laissons au juge alors le soin de statuer sur le caractère illégal ou non d'un contenu et d'ordonner à l'hébergeur de procéder à sa suppression. La problématique auquel nous avons été confrontés, c'est que le Conseil constitutionnel et bien évidemment le Parlement, puisque la décision intervenait après le vote du Parlement, n'a pas défini ce qu'on entend par manifestement illicite. C'est-à-dire, à partir de quand une infraction du Code pénal est arrangée dans la catégorie du manifestement illicite, à partir de quand une infraction n'est plus dans cette catégorie-là. Donc vous avez eu des commentateurs, la doctrine comme on dit, des juges qui ont essayé de commencer à classifier. Et effectivement, on fait rentrer dans la catégorie du manifestement illicite la pédopornographie. On fait rentrer également les messages racistes, antisémites. On fait rentrer tout ce qui était effectivement l'appel à la haine, etc. Et donc, effectivement, voilà, on se retrouve aujourd'hui dans une situation où, dès lors qu'on est notifié d'un contenu manifestement illicite, on procède à sa suppression. Et effectivement, les récents événements l'ont démontré. À partir du moment où une notification arrivait à la plateforme, qu'on était aussi en mesure d'apporter en fait un fondement juridique aussi cette notification. J'y reviendrai aussi sur ce point-là. Les plateformes procédaient aux différentes suppressions, etc. Aujourd'hui, quelles sont les difficultés auxquels les différents hébergeurs peuvent être confrontés. Je pense que la première difficulté, c'est les qualifications juridiques. C'est-à-dire que notamment l'infraction d'apologie du terrorisme, elle a été récemment modifiée par la loi, elle couvre énormément de choses et ça fait partie en fait aujourd'hui d'éléments sur lesquels les plateformes, quelles qu'elles soient, hein, quelle que soit leur nationalité d'origine, ont des difficultés à analyser. Pour vous donner un exemple, notamment on parlait de la vidéo de l'assassinat de ce policier. Un des arguments surtout utilisés, ça a été l'acte de barbarie. On était vraiment clairement dans un acte de barbarie, qui est une infraction pénale, reconnue par le code pénal, etc. Mais c'est vrai qu'il y a certaines infractions dont il y a une vraie difficulté à manier. Voilà. Et sur lequel des intermédiaires qui n'ont pas forcément, l'expertise, deux, qui n'ont pas forcément le service juridique adéquat, ne savent pas véritablement trancher dans un sens ou dans un autre. Puisqu'in fine, ce qu'on demande à ces intermédiaires, c'est de trancher. Donc c'est vrai que nous, on a ce premier problème qui est le périmètre de ce qu'on entend par manifestement illicite. Le deuxième élément auquel on est également confronté, effectivement, c'est la qualité des signalements. C'est-à-dire que pour qu'un signalement puisse être traité efficacement, il faut non pas seulement signaler un contenu sur les différentes plateformes, mais également signaler la raison pour laquelle tel ou tel contenu est illégal, le fondement juridique en quelque sorte, les éléments de fait et de droit, comme on le dit la LCN. Et c'est quelquefois des éléments qui manquent quand ça provient notamment des internautes. Les internautes n'ont pas une compétence juridique, les internautes vont vous dire ce contenu-là est illégal, sans forcément apporter à la plateforme des éléments qui vont permettre d'apprécier ça. Donc ça fait partie aujourd'hui clairement des difficultés que les différents acteurs ont pu rencontrer et rencontrent aujourd'hui. C'est véritablement cette problématique de dire voilà, on a une obligation de procéder au retrait des contenus à bref délai, des contenus manifestement illicites, mais jamais la loi ou la jurisprudence de manière, on va dire, claire et affirmée n'a vraiment défini et circonscrit le périmètre de ce qu'on entend par manifestement illicite. Le deuxième élément sur lequel je voulais aussi revenir et sur lequel potentiellement l'ASIC a pu être quelquefois pas forcément aligné avec le Parlement, c'est sur la question du blocage des contenus et notamment le blocage administratif. La particularité en fait de notre approche, c'est pas d'être contre une mesure de blocage. Aujourd'hui, et depuis la loi pour la confiance dans l'économie numérique, le blocage du site internet fait partie intégrale de l'arsenal juridique qui est entre les mains des magistrats pour lutter contre tel ou tel contenu. Le blocage de contenu existe aussi, par exemple, entre les mains du juge pour la lutte contre les sites de paris illicites.
l'Argel a la capacité de saisir le juge et le fait régulièrement pour demander le blocage par les fournisseurs d'accès de sites étrangers qui offrent des paris sportifs non agréés en France. Nous, la problématique qui s'est posée, ce n'est pas le fond et l'objectif de la mesure, ça va être la forme et la méthodologie. C'est-à-dire le fait qu'il n'y ait pas l'intervention d'une personne, parler d'un juge, mais d'une personne qui est aujourd'hui en mesure de prendre le recul nécessaire sur les cas qui traitent au jour le jour et de pouvoir déterminer si finalement le contenu dont il va demander le blocage est clairement et relève clairement de telle ou telle infraction. Parce qu'on connaît des difficultés d'interprétation des infractions, mais également la crainte que l'on a, nous, toujours hébergeurs. Donc nous, on n'est pas des fournisseurs d'accès, on est en quelque sorte ceux auxquels les fournisseurs d'accès permettent d'accéder. On craint juste une chose, c'est les effets de bord d'une mesure de blocage, ce qu'on appelle le surblocage, c'est-à-dire une pratique de blocage de tel ou tel contenu qui ait des effets de bloquer plus largement que ce qui était espéré. Je vous donnerai un exemple très récent qui concerne un membre de l'ASIC. Récemment, l'Inde, s'appuyant en fait sur un régime assez similaire à celui qui a été voté au mois de novembre, a procédé à ordonner le blocage d'un certain nombre de sites faisant l'apologie du terrorisme. Dailymotion a été intégralement bloqué en Inde. Donc ça fait partie, voilà. DNS, c'est du blocage par DNS ? Alors, après les modalités de blocage, c'est justement là-dessus, je ne vais peut-être pas rentrer dans les détails techniques, mais vous avez différentes modalités de blocage qui permettent, selon la modalité, d'être plus ou moins fin, selon la manière dont le fournisseur d'accès mettra en œuvre cette modalité de blocage, ça permet d'avoir une modalité plus ou moins fine. Après, je ne sais pas en fait, in fine, ce qui a été décidé pour la mesure française, savoir si c'est l'État qui donne des directives sur la modalité de blocage ou si ce sont les fournisseurs d'accès qui ont cette obligation de résultat. Mais voilà, la double inquiétude des membres de l'ASIC, c'est de se dire comment on est sûr que le contenu qui sera bloqué est illicite, manifestement illicite, peu importe sa qualification, mais illicite, au regard des difficultés qui peuvent être inhérentes à la nature du contenu. Notamment, on pense à des contenus en plusieurs langues, en langue étrangère, en dialecte, etc. Deuxième élément, c'est de savoir comment on peut s'assurer que la mesure de blocage n'aura pas des effets de bord et provoquera du surblocage. Et c'est pour ça que nous, on était plutôt dans une position de vouloir faire réintervenir un magistrat, une personne, qui ait la capacité, avant que la mesure de blocage soit mise en œuvre, d'avoir ce recul un peu nécessaire. Voilà en fait l'approche de cette question du blocage. Clairement, c'est une mesure qui est complémentaire, c'est-à-dire que, et c'est aussi le message que nous avions défendu auprès des parlementaires et qu'on retrouve dans la loi, qui est de dire, dès lors qu'il y a un contenu qui pose problème sur Internet, il faut d'abord s'adresser à l'éditeur ou à son hébergeur, et effectivement, s'il y a une action, il y a une capacité de pouvoir enclencher des étapes supplémentaires qui peuvent passer par le blocage de ce contenu-là. Mais nous, ce qu'on voulait s'assurer, c'est qu'il y ait un recul suffisant. Juste pour vous donner un exemple aussi en la matière, c'est un exemple qui dépasse effectivement le périmètre de cette commission d'enquête. Nous, énormément d'acteurs industriels de différents secteurs qui dépassent très largement les membres de l'ASIC, ont eu des échanges avec un ministère récemment qui ont communiqué une liste de sites qu'ils considéraient comme étant illicites. Voilà. Ces sites-là sont illicites. Dedans, vous aviez des sites français financés par le Grand Emprunt, qui sont tous sauf illicites. Sans doute une erreur, ça arrive. Mais demain, comment on peut s'assurer que de telles erreurs ne vont pas se reproduire? C'est pour ça que nous, on était plutôt partant d'avoir un contrôle a priori de la liste des sites qui feraient l'objet d'un blocage pour qu'on ait ce recul nécessaire. Le Parlement, en fait, a pris une option différente. On verra effectivement, d'un point de vue pratique, comment la CNIL, notamment, assurera ce contrôle a posteriori. Nous, ce qu'on est juste attaché, c'est qu'effectivement, en matière de contrôle de ce type-là d'activité, de ce type-là de mesures, il est nécessaire d'avoir les moyens suffisants attribués aux autorités en charge de ça, c'est-à-dire avoir la capacité eux-mêmes linguistique de comprendre les contenus qu'on va leur demander de bloquer. C'est-à-dire que si on vient leur apporter un contenu estimant qu'il fait appel, par exemple, à l'apologie du terrorisme, et que ce contenu est en dialecte de tel ou tel pays, il faut qu'ils soient en mesure de comprendre le contenu qu'ils doivent apprécier ou pas. Donc c'est nous, après derrière, une problématique de moyens qui vient en plus se superposer à cette problématique du contrôle a priori. Donc effectivement, pour revenir un peu de manière
En résumé, et je pense qu'on aura l'occasion d'échanger plus en avance au moment des questions-réponses. Aujourd'hui, la problématique auquel on est confronté en tant qu'intermédiaire de manière large, c'est cette nécessité qui nous est offerte et qui nous est imposée de devoir apprécier si un contenu est illicite ou pas. On a fait, et les juges constitutionnels ont fait une séparation entre ce qui relève du manifestement illicite et ce qui relève de l'illicite, en sachant que cette frontière n'est pas définie. Donc aujourd'hui, nous, et notamment énormément de membres de l'Asie qui étaient présents, en fait, on a eu des échanges avec le cabinet du ministre de l'Intérieur, parce que clairement, il y a des choses à améliorer. Le travail fait par Pharos et énormément de membres de l'Asie qui sont en contact de Pharos au quotidien a été tout simplement incroyable ces derniers temps. Vous avez rappelé les chiffres, beaucoup de travail qui vont arriver maintenant, et on espère, nous, juste une chose, c'est que vous aurez les moyens humains rapidement pour gérer ça également. Mais c'est vrai qu'il y a des capacités d'amélioration, et cette capacité d'amélioration, on y travaille, on essaie d'améliorer cette coopération. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, le cadre juridique fait qu'il y a un flou qui demeure sur ce qu'on appelle le manifestement illicite. Voilà. Très bien. Écoutez, je vous remercie de toutes ces précautions que vous souhaitez prendre pour respecter les libertés. Je ne suis pas très sûre que nous partagions vos doutes sur ce qui est licite et illicite dans cette maison. Manifestement illicite, c'est encore plus illicite que l'illicite. Pour nous, ça a l'air clair. Je pense que le débat nous permettra d'éclaircir probablement ce terme qui, a priori, pour nous, n'en pose pas, mais diffère d'autant votre action dans le blocage, sur lequel nous avons eu les uns et les autres des hésitations aussi au moment du vote de la loi, forcément, et pour des questions techniques aussi, hein, comme vous l'avez répété et dit tout à l'heure, notamment le blocage par DNS qui pose un certain nombre d'autres problèmes, mais vous conviendrez avec moi qu'il y a quand même un certain nombre de contenus qui sont pas tolérables sur les réseaux, donc cela, il relève. Alors il nous reste les représentants du Conseil national du numérique. Messieurs, merci d'être là. Pouvez-vous nous donner un peu de recul et nous donner quelques explications sur les modes de régulation possibles d'Internet, parce que nous avons eu le principe, nous avons eu a priori des difficultés, reste la technique, et cela vous revient pour une quinzaine de minutes. Merci. Merci Madame la Présidente. Donc, je vous propose en fait de présenter très rapidement le Conseil national du numérique, ensuite de rappeler quelques points essentiels que le Conseil national du numérique a rendu dans son avis concernant le projet de loi à l'époque de lutte contre le terrorisme, et de vous présenter très rapidement 5 pistes d'action pour rendre plus difficiles les activités des terroristes. Donc le Conseil national du numérique, c'est une commission consultative qui a pour mission de formuler et de manière indépendante et de rendre public des avis et des recommandations sur toute question relative à l'impact du numérique sur la société ou l'économie. Il est constitué de 30 membres bénévoles. Il y a autant d'hommes que de femmes. Il y a à la fois des entrepreneurs, des chercheurs, des enseignants, mais aussi un philosophe. Le Conseil national du numérique a été saisi en juin 2014 par le ministère de l'Intérieur sur l'article 9 du projet de loi renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme, article qui est devenu l'article 12. Nous ne sommes pas des experts du terrorisme, mais des spécialistes du numérique. Donc on a conduit une quinzaine d'auditions auprès d'experts du terrorisme, à la fois des sociologues, des représentants d'associations de victimes, des magistrats, des avocats spécialisés, des représentants de la société civile, des membres du service de renseignement. On voit depuis les événements tragiques de ce début d'année, du mois, que le débat semble se recentrer sur le rôle d'Internet dans les phénomènes de radicalisation. Internet est l'un des maillons de la chaîne de radicalisation et de recrutement djihadiste. Cependant, à notre sens, le rôle d'Internet ne doit pas être surestimé dans ce processus. Le processus de radicalisation est un processus aux facteurs multiples et extrêmement complexes. Le passage à l'acte n'est probablement pas causé
par la simple consultation rapide d'un ou quelques sites ou d'une vidéo. Pour nous, Internet semble plutôt constituer un catalyseur, voire un accélérateur du processus d'endoctrinement. Sur la question spécifique de la propagande et du recrutement djihadiste sur Internet, il est ressorti de nos auditions qu'il s'agit d'un processus de déstabilisation individuelle lent et progressive. Les cibles passent le plus souvent par de nombreuses phases d'endoctrinement avant d'être incitées à passer à l'acte ou rejoindre des groupes terroristes. Cela peut commencer dans des espaces de discussion, des forums, des réseaux sociaux, où l'on peut trouver, on en a déjà parlé, un certain nombre de contenus mettant en scène des actes terroristes ou des victimes de conflits pour susciter l'adhésion ou l'empathie des différentes cibles. Les plus motivés d'entre eux sont ensuite en fait orientés vers des sites de recrutement qui sont en nombre beaucoup plus restreint et à partir desquels ils sont repérés pour rejoindre des théâtres d'opérations terroristes. Donc on voit que c'est tout un processus qui est très construit et ça nous conduit à distinguer deux problèmes en termes de lutte contre ces processus. D'un côté, les sites de recrutement à proprement parler, donc je pense une dizaine ou une cinquantaine de sites qui peuvent être surveillés, déréférencés, supprimés ou à défaut bloqués. Et l'autre problème, c'est les réseaux sociaux, où là on a tout un effet de propagande, où le blocage est très difficile, voire impossible, et qui nécessite de travailler avec les plateformes pour trouver des moyens efficaces. Donc avant de vous présenter les 5 pistes d'action, je laisse la parole à Charlie Berthet qui va vous représenter brièvement l'avis du Conseil. Bonjour. Je vais revenir assez rapidement sur l'avis qui a été rendu par le CNUM sur la question spécifique du blocage administratif le 15 juillet 2014. Donc cette saisine portait exclusivement sur l'article 9 qui est devenu l'article 12 et qui confère donc la possibilité, comme ça a été rappelé, à l'administration de bloquer un site incitant à la commission d'actes terroristes ou en faisant l'apologie sans recours préalable à un juge. On a des exemplaires de l'avis d'ailleurs qu'on pourra vous transmettre à l'issue de cette audition. Donc le CNUM s'est prononcé défavorablement sur la mesure envisagée, à l'instar de plusieurs autres acteurs qui sont issus ou non de l'écosystème numérique. On peut citer la commission de réflexion sur le droit et les libertés à l'âge numérique de l'Assemblée nationale, la Quadrature du Net, la SIC ici représentée, le syndicat de la magistrature, la Ligue des droits de l'homme, jusqu'à l'ANSSI, qui est l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information. Nous avons émis d'autres réserves en fait, que celles précédemment évoquées. Donc, pour le CNUM, principalement, ces mesures de blocage sont techniquement inefficaces. Inefficaces parce qu'elles sont facilement contournables, à la fois par les internautes et les recruteurs. Et il faut souligner, en fait, comme ça a déjà été fait, que le contenu n'est pas supprimé à la source. On se contente en réalité d'en bloquer l'accès sur le territoire français, donc à partir des IP françaises. Et les moyens de contournement, en réalité, sont légion. Elles sont légion car elles sont structurellement inévitables, car elles relèvent des principes même de l'Internet. Je me permettrai de vous rappeler la citation de John Gilmore. « Internet réagit à la censure comme une voiture qui change de voie face à un accident ». Donc il ne faut pas s'enfermer dans l'idée qu'on pourrait tracer une ligne Maginot-numérique aux frontières de l'Hexagone, car le public visé par cet endoctrinement et les recruteurs djihadistes, en particulier les jeunes, savent déjà utiliser les outils de contournement. Beaucoup de jeunes savent utiliser un VPN, un proxy ou Tor, car ils le font déjà pour certains. Pardon ? Les moins jeunes aussi d'ailleurs. Car ils le font déjà en fait par exemple pour contourner la Hadopi ou avoir accès à Netflix lorsque le service n'était pas disponible en France. Le Conseil national du numérique a également considéré que la mesure de blocage pouvait être contre-productive car elle pousse à la sophistication des techniques de clandestinité, rendant ainsi le travail des enquêteurs plus difficile. Ces mesures sont inadaptées aux enjeux de la lutte contre le recrutement terroriste, dans la mesure où les sites de recrutement sont en nombre extrêmement restreint. Les experts que nous avons auditionnés nous ont donné une fourchette qui était comprise entre 10 et 100 sites. C'est pourquoi le Conseil s'est interrogé sur l'opportunité de se passer de l'office du juge pour un nombre de sites plutôt limité, alors même qu'il existe des procédures judiciaires d'urgence. Pour le reste, à savoir les textes, les images, les contenus sur les réseaux sociaux, il apparaît illusoire pour le Conseil d'adresser ces problématiques de propagation d'images par le blocage, sauf à recourir à des traitements massifs et automatisés de filtrage qui seraient inenvisageables dans un état de droit.
Enfin, ces mesures sont potentiellement attentatoires aux libertés fondamentales, car elles se passent du juge et donc des garanties associées. Et par ailleurs, l'apologie du terrorisme, comme la notion même de terrorisme, sont des notions ambiguës. Et de l'aveu même d'un juge antiterroriste qui, je crois, a été auditionné au sein de cette même commission, le caractère manifestement illicite des contenus visés est délicat à déterminer, particulièrement dans le cas des textes. Pour les images, généralement, ça ne pose pas de problème, et pour les textes, ça peut en poser. Et le risque est donc d'aboutir à l'incrimination de simples délits d'opinion. Donc, pour résumer, le Conseil n'était pas opposé par principe au blocage, seulement au blocage comme seule solution et sans recours préalable à l'autorité judiciaire. Et plus généralement, la multiplication des dispositifs de renforcement des dispositions antiterroristes, notamment sur Internet, devrait nous appeler à dresser un bilan et analyser véritablement l'efficacité de ces mesures. C'est la raison pour laquelle le CNUM encourageait dans cet avis, sur ce sujet encore plus que les autres, à effectuer des études de besoins et d'impact chiffrés pour véritablement déterminer l'opportunité de nouvelles mesures. Donc nous souhaitons vous présenter 5 pistes d'action pour tenter de rendre plus difficiles les actions entreprises par les organisations terroristes. En préalable, il semble nécessaire de mieux comprendre les processus sociaux de radicalisation et le rôle d'Internet dans ce processus. Le contact des individus avec des idéologies radicalistes se produit en ligne, comme en dehors de l'espace numérique. Les processus sont complexes. Donc on pense que mettre en place un observatoire permanent ou renforcer les travaux avec des représentants des acteurs du web, des associations de quartier, des associations de victimes, des sociologues, des chercheurs, des experts, pour évaluer le phénomène de radicalisation sur Internet et ailleurs, et les méthodologies utilisées seraient probablement utiles pour prévenir et adapter au fil de l'eau et en continu les actions de lutte contre les organisations terroristes. Le simple fait que la représentation nationale éprouve le besoin de constituer au sein de 2 assemblées, à l'Assemblée nationale et au Sénat, des commissions d'enquête sur le recrutement djihadiste, prouve bien que ces mécanismes de radicalisation ne sont pas suffisamment connus et observés. Le deuxième point, on pense qu'il est essentiel de nourrir les contre-discours à la radicalisation sur Internet et s'appuyer sur la force de diffusion d'Internet pour les propager. Au cours de nos auditions, nous avons rencontré l'Association française des victimes du terrorisme. L'association, vous devez probablement le savoir, réalise un certain nombre de vidéos, de reportages qui visent à redonner la parole aux victimes du terrorisme. Dans une démarche de pédagogie, ces vidéos sont ensuite diffusées sur Internet, notamment sur les espaces en ligne où peuvent avoir lieu les recrutements. Parce qu'ils empruntent les mêmes canaux que les contenus de propagande, ces contre-discours peuvent avoir une vraie puissance de persuasion à destination des plus jeunes ou plus faibles en général. Il faut investir l'espace numérique pour prendre de plein pied et rentrer dans la guerre de propagande et la compétition pour l'attention en ligne, notamment en donnant des armes de compréhension, de décryptage aux plus faibles. On fait notamment référence aux vidéos lancées massivement en ligne par l'administration américaine contre les filières djihadistes, montrant la souffrance des combattants au djihad, ou les vidéos qui viennent d'être diffusées par le gouvernement français ce matin. Donc on pense qu'il est essentiel de déconstruire la parole radicale sur Internet et de réaffirmer nos valeurs dans l'espace numérique. Les plateformes sont des espaces abritant la propagande terroriste. Pourquoi ne pas en faire des espaces largement investis par les contre-discours? Pour cela, plusieurs pistes, pour l'essentiel non législatives, pourraient être envisagées. Tout d'abord, une mobilisation des acteurs du web, notamment les plateformes, pour soutenir les initiatives de contre-discours initiées par les associations, par exemple un travail en collaboration avec les moteurs de recherche. Et on a l'exemple d'il y a quelques mois sur ce qui avait été réalisé contre les sites anti-IVG. On pense aussi qu'il serait intéressant d'étudier le financement d'espaces et de vidéos pédagogiques. Il y a un certain nombre de blogueurs au sujet de l'islam et du djihad, notamment la chaîne YouTube Abdullah X, qui, je pense, est un très bon exemple. Parallèlement, le travail sur l'éducation doit être approfondi. Les discours de prévention auprès des futures générations ne peuvent plus être uniquement verticaux. Il faut faire des jeunes des acteurs de cette prévention.
Il faut, on pense, inclure une dimension de citoyenneté numérique au cours d'éducation civique dispensée dans les collèges et au lycée. Et pourquoi pas utiliser le Safer Internet Day pour organiser un moment dédié à la citoyenneté numérique ou faire du 7 janvier une journée nationale de lutte contre le terrorisme. La troisième piste d'action consisterait à renforcer l'obligation de signalement sur les plateformes. Donc aujourd'hui, la propagation des contenus de propagande terroriste tient principalement en l'inefficacité des dispositifs de signalement qui sont mis en place par les plateformes. Il y a plusieurs raisons à cela à notre sens. Ces dispositifs sont déjà trop peu utilisés par les utilisateurs car ils sont globalement peu accessibles. Sur Facebook, par exemple, il faut cliquer plus de 5 fois pour signaler un contenu et le formulaire prévu à cet effet manque clairement de clarté. Donc, par ailleurs, ces procédures de signalement ne sont pas standardisées. Il est très facile de signaler un contenu sur YouTube. À l'inverse, c'est quasiment impossible sur Google Search, alors qu'on peut facilement trouver des contenus choquants dans la première page des résultats de recherche. Pas plus tard que tout à l'heure, nous avons essayé de signaler en vain un lien pointant vers un magazine édité par Al-Qaïda, et on n'a pas réussi. Donc de plus, les décisions de supprimer ou non un contenu sont prises au cas par cas par les plateformes qui semblent allouer à ce travail des ressources limitées. Et enfin, ces plateformes rencontrent très souvent des difficultés pour s'adapter au droit et à la culture locale quand il s'agit de décider de l'opportunité de modérer un contenu. On peut prendre pour exemple une vidéo de Daesh appelant à commettre des attentats en France qui a été vue plus d'1 million de fois sur Facebook sans être supprimée et malgré les signalements parce que la plateforme a jugé qu'elle n'était pas contraire à ces CGU. Donc pour répondre à cette problématique, le CNUM invite le législateur à renforcer les dispositifs de signalement en imposant notamment un accès standardisé et généralisé aux outils de signalement sur toutes les plateformes. Il faudrait le rendre plus accessible sur toutes les pages et en un clic. On pourrait par exemple s'inspirer du système qui fonctionne déjà en matière de jeux vidéo, le système PEGI, ou sur Twitter. Après. Oui. Donc Twitter, YouTube et d'autres plateformes offrent de plus en plus aujourd'hui des procédures de fast track aux associations, c'est-à-dire que c'est un accès privilégié en fait aux outils de signalement, par exemple pour les associations de lutte contre le racisme ou l'homophobie. Il serait intéressant de généraliser ces procédés et peut-être par le biais de la loi. Et enfin, nous recommandons d'inviter les plateformes à travailler avec le gouvernement sur la notion même d'apologie du terrorisme afin d'aider les équipes en charge du traitement des notifications à procéder à un traitement qui soit plus simple et efficace. Merci beaucoup. Vous n'avez pas encore fini. Il reste 2 points, si vous le permettez. Donc, en accélérant, donc le 4e axe de piste d'action pour rendre plus difficile les actions entreprises par les terroristes, c'est la régulation communautaire. En fait, le CNUM appelle à inventer de nouvelles formes de régulation des contenus illicites, de propagande terroriste ou non, en amont de la procédure judiciaire, ce qu'on appelle la régulation communautaire. Cette régulation communautaire prendrait la forme de 2 façons. Côté signalement, nous pensons qu'il faut donner à la communauté des utilisateurs les moyens de veiller sur elle-même. Les plateformes se plaignent parfois d'être submergées par les signalements. Pourquoi ne pas déléguer une partie de cette vigilance à la communauté des utilisateurs, la multitude ? La régulation communautaire est une forme de contrôle décentralisé effectué par les utilisateurs eux-mêmes. Un exemple est celui de Wikipédia, qui en illustre clairement la situation. Les procédures de vigilance y sont décentralisées. Chaque contributeur est un critique vigilant des contributions des autres, et ça fonctionne. D'après les études, les actes de vandalisme sur Wikipédia sont corrigés en moyenne en 2 jours, avec une médiane à 11 minutes. Côté sanctions, plutôt que de chercher à atteindre une judiciarisation illusoire de tous les échanges sur les réseaux sociaux, nous sommes d'avis qu'il faut avant tout penser les sanctions à l'intérieur même des plateformes. L'idée étant de les rapprocher de la réalité sociale des réseaux sociaux et y réintégrer la dimension pédagogique. Les sanctions appliquées par les plateformes devraient être clairement proportionnées et graduées. On pense notamment à des messages d'avertissement privés ou publics, à des gels du compte incriminé pour une durée plus ou moins longue, et pourquoi pas accompagnée d'une mention publique, à l'utilisation du compte pour la diffusion de contre-messages, ou enfin à la fermeture définitive du compte. De telles sanctions seraient plus efficaces qu'une menace abstraite et lointaine du juge parce qu'elles font directement levier sur le capital social des individus. On prive les auteurs de contenus illicites d'une audience
qu'ils ont mis longtemps à constituer sur ces réseaux. On touche le cœur de la stratégie des producteurs et diffuseurs de contenu. Et on en finira très très rapidement par le dernier axe de proposition qui consiste à renforcer la coopération internationale pour réduire ce phénomène de compétition des législations et permettre un retrait des contenus qui soit le seul efficace, le retrait à la source. Donc l'implication des États dans la lutte contre les comportements illicites et particulièrement en matière terroriste est très inégale. Si bien que certains États apparaissent comme des paradis Internet, entre guillemets, et les contenus qui sont géographiquement hébergés dans ces États sont très difficiles à faire retirer à la source. C'est pourquoi les pouvoirs publics sont souvent tentés d'en bloquer l'accès au niveau français. Donc on a 3 pistes de proposition. Donc la coopération internationale devrait être renforcée d'une part avec les États récalcitrants pour réduire ce phénomène de balkanisation du web, d'autre part avec les États-Unis, et à ce titre, une révision de l'accord de coopération entre la France et les États-Unis, le MLAT, pour Mutual Legal Assistance Treaty, apparaît comme une priorité absolue, car cette procédure permet à un juge français de demander aux autorités américaines l'accès à des informations qui sont hébergées sur des plateformes situées aux États-Unis, et cette procédure est aujourd'hui beaucoup trop lente. On peut mettre 1 an aujourd'hui pour une requête MLAT. Et un mouvement de réforme en ce moment qui semble s'être amorcé, il serait nécessaire de le poursuivre. Et enfin, une coopération renforcée avec les plateformes elles-mêmes qui ont tout intérêt à travailler en collaboration avec les pouvoirs publics dans la mesure où elles ne peuvent pas se priver d'une audience française. Je vous remercie de votre attention.